Chapitre 1. Les fondations. Derek Holloway avait bâti sa vie sur la précision. 22 ans dans le renseignement militaire lui avaient appris que l'information était synonyme de pouvoir, et que le pouvoir exigeait de la patience. À 45 ans, rien ne manquait à son regard gris-acier. Son esprit cataloguait tout et ses émotions restaient enfermées derrière une façade qui avait trompé ennemis et alliés. Il avait rencontré Brenna Walsh lors d'un gala de charité à Denver 8 ans plus tôt. Elle avait alors 32 ans, une blonde éclatante aux yeux émeraudes et au rire envoûtant. Elle travaillait dans l'immobilier, spécialisée dans les propriétés de luxe, et possédait une énergie contagieuse qui attirait les gens vers elle comme des papillons de nuit vers la flamme. Derek, récemment retraité de l'armée et fondateur de son cabinet de conseil en sécurité privée, était captivé par sa chaleur et son apparente authenticité. Leur relation fut un tourbillon. Brenna semblait sincèrement intéressée par son travail, son passé, ses rêves. Elle n'insistait jamais sur les détails classifiés de son service militaire, respectant les limites qui lui avaient coûté ses relations précédentes. En moins de 18 mois, ils se marièrent lors d'une cérémonie somptueuse, orchestrée par Brenna avec une précision militaire qui aurait impressionné les anciens commandants de Derrick. Les premières années furent prospères. L'entreprise de Derrick prospéra, ses clients professionnels reconnaissant son expertise en matière d'évaluation des menaces et de protocoles de sécurité. La carrière de Brenna dans l'immobilier prit son envol. Son charisme naturel et les relations de Derrick lui ouvrirent les portes d'une clientèle haut de gamme. Ils achetèrent une vaste maison à Cherry Hills Village, avec un bureau à domicile que Derrick avait discrètement équipé de matériel de surveillance, vieilles habitudes de l'époque où il travaillait dans les services de renseignement. Brenna avait 2 enfants de son précédent mariage, Madison, aujourd'hui âgée de 16 ans, et Cole, 14 ans. Derrick avait assumé son rôle de beau-père avec le même dévouement qu'il mettait à tout le reste. Il assistait à leurs matchs, les aidait à faire leurs devoirs et leur apportait la stabilité que leur père biologique ne leur avait jamais offerte. En moins d'1 an, les enfants l'appelèrent « papa », et Derrick ressentit quelque chose qu'il n'avait jamais connu en toutes ses années de service, un sentiment d'appartenance. Mais l'éducation de Derrick lui avait appris que les gens révèlent toujours leur vraie nature. Finalement, les signes étaient subtils au début. Absence inexpliquée, appel téléphonique discret, un intérêt nouveau pour les cours de yoga qui semblaient durer anormalement longtemps. La plupart des maris auraient pu considérer cela comme l'évolution naturelle d'un mariage, mais Derek n'était pas la plupart des maris. 6 mois auparavant, il avait commencé à remarquer des schémas récurrents. L'emploi du temps de Brenna était devenu de plus en plus irrégulier. Ses transactions immobilières, autrefois régulières et transparentes, étaient devenues vagues, ses clients potentiels nécessitant des rendez-vous en soirée. Elle avait développé de nouveaux centres d'intérêt, galeries d'art, dégustation de vin, escapades de week-end avec sa sœur, auxquelles Derrick était toujours trop occupé pour participer. L'expérience de Derrick en matière de sécurité l'avait naturellement rendu prudent en matière de confidentialité numérique. Mais Brenna avait toujours été négligente avec la technologie. Son ordinateur portable, son iPad et son téléphone étaient connectés à leur réseau domestique, et l'équipement de Derrick enregistrait tout. Il n'avait pas surveillé activement ses communications jusqu'à il y a 3 mois, lorsqu'un voyage d'affaires à Seattle avait été annulé à la dernière minute. Il était rentré chez lui et avait trouvé Brenna en train de passer un week-end surprise entre filles, dont sa sœur ignorait tout. Ce soir-là, Derrick avait accédé à l'empreinte numérique de Brenna pour la première fois depuis leur mariage. Il y avait découvert une liaison méticuleusement documentée, s'étalant sur près d'1 an. L'homme en question était Troy Brennan, un avocat spécialisé en divorce réputé, spécialisé dans la représentation d'épouses fortunées cherchant à maximiser leurs indemnités. L'ironie n'avait pas échappé à Derek. Troy avait 42 ans, récemment divorcé, et avait la réputation d'être impitoyable devant les tribunaux et d'être une légende féminine. Sa présence sur les réseaux sociaux le présentait comme un playboy moderne, avec des voitures de luxe, des vacances exotiques et une brochette de belles compagnes. Les recherches de Derrick ont révélé que Troy avait un schéma. Il représentait une femme riche lors de son divorce, la séduisait pendant la procédure, et finissait souvent par obtenir à la fois des honoraires importants et l'affection temporaire d'une ex-femme reconnaissante. Mais la relation entre Brenna et Troy avait évolué au-delà de ses habitudes. Leurs échanges par SMS révélaient une affection sincère, ainsi que des plans détaillés pour la destruction financière de Derrick. Ils planifiaient leur stratégie depuis des mois, attendant le moment propice pour demander le divorce, alors que les actifs de Derrick atteignaient leur valeur maximale. Brenna avait documenté les horaires de travail et les revenus de Derrick, et photographié des documents importants lorsqu'elle pensait qu'il ne regardait pas.
La découverte la plus marquante provenait des échanges entre Troy et Brenna au sujet du passé militaire de Dererik. Il cherchait des moyens d'affirmer que le syndrome de stress post-traumatique avait affecté les capacités de décision de Dererik, invalidant potentiellement certaines décisions commerciales et acquisitions immobilières. Troy avait des contacts avec des psychologues susceptibles de témoigner de l'instabilité mentale de Dererik pour un prix raisonnable. Dererik passa 3 semaines à étudier leur plan avec la même approche méthodique qu'il avait autrefois utilisée pour démanteler les réseaux ennemis. Il l'avait complètement sous-estimé, le considérant comme un militaire simple et direct, qui se laisserait surprendre par la manipulation émotionnelle. Ils ignoraient que la spécialité de Dererik était les opérations psychologiques, l'art d'autodestruction des ennemis. Le voyage d'affaires à Dallas avait bien eu lieu, mais Dererik avait terminé son travail plus tôt que prévu. Il décida de rentrer chez lui un jour plus tôt que prévu, prévoyant de surprendre Brenna en lui offrant un dîner dans leur restaurant préféré. Alors qu'il s'engageait dans son allée à 15h47, en ce frais après-midi d'octobre, Dererik aperçut un nombre inhabituel de voitures alignées dans sa rue. Son jeu expérimenté les catalogua immédiatement, la BMW de Brenna, la Mercedes de Troy, la Honda 2. L'assistant de l'avocat, et au moins 8 autres voitures qu'il ne reconnut pas. Derek se gara à un pâté de maison de là et s'approcha de sa maison avec la discrétion qu'il avait autrefois rendue précieux en territoire hostile. Par la fenêtre du salon, il aperçut une banderole tendue sur la cheminée. « Félicitations pour votre divorce. » La pièce était bondée. Les amis de Brenna, quelques voisins, quelques personnes que Dererik reconnaissait grâce aux photos de Troy sur les réseaux sociaux. Au centre de l'attention, Brenna et Troy se tenaient debout, coupe de champagne levée, recevant les félicitations de la foule. Madison et Cole étaient là aussi, l'air mal à l'aise, mais participant à ce qu'ils croyaient manifestement être une célébration de la libération de leur mère après un mariage malheureux. Dererik observa la scène pendant 17 minutes, grâce à son entraînement militaire, ce qui lui permit de rester parfaitement immobile pendant que son esprit analysait chaque détail. Il identifia chaque personne présente dans la pièce, nota la dynamique, observa l'intimité naturelle entre Brenna et Troy, signe d'une relation bien au-delà de la simple représentation juridique. Le moment le plus douloureux fut lorsqu'il entendit Cole demander à sa mère « Quand papa signera-t-il les papiers ?» La réponse de Brenna fut un rire qui ne résonna plus aux oreilles de Dererik. « Ton beau-père les signera, ma puce. Il n'est pas vraiment équipé pour ce genre de combat. Il est doué pour jouer les soldats, mais c'est la réalité. » La foule rit, et Dererik sentit une vague de froid et de désespoir s'installer dans sa poitrine. Ces gens célébraient la destruction de sa vie, persuadés qu'il était trop simple, trop direct, trop honnête pour se protéger. Ils allaient bientôt comprendre à quel point ils avaient tort. Dererik retourna calmement à sa voiture, se rendit à un hôtel et commença à planifier leur destruction avec le même soin méticuleux qu'il avait autrefois apporté à la neutralisation des forces ennemies. Une fois terminée, la fête ne semblerait qu'une cruelle plaisanterie comparée à ce qui allait suivre. La guerre avait commencé, et Derek Holloway gagnait toujours ses guerres. Chapitre 2. Le fantôme dans la machine. Dererik s'enregistra au Marriott du centre-ville de Denver sous une de ses identités de secours. Une habitude de l'époque où il travaillait dans les renseignements et dont Brenna ignorait l'existence. La chambre d'hôtel stérile devint son quartier général opérationnel tandis qu'il commençait à mettre en œuvre une stratégie qui rendrait prématurées les célébrations de son ennemi. La première étape, il s'agissait d'une guerre de l'information. L'entreprise de sécurité de Derek était abonnée à de multiples bases de données d'enquête, et ses contacts militaires lui donnaient accès à des ressources inaccessibles aux enquêteurs civils. À minuit, il disposait de dossiers complets sur tous les participants à la fête. Le dossier de Troy Brennan était particulièrement éclairant. Cet avocat spécialisé en divorce avait bâti sa réputation sur la victoire dans des affaires impossibles, mais ses méthodes frôlaient souvent les limites de l'éthique. Derek découvrit 3 plaintes officielles déposées auprès du barreau du Colorado, toutes rejetées faute de preuves. Plus intéressantes encore étaient les allégations chuchotées au sein de la communauté juridique de Denver concernant la tendance de Troy à développer des relations personnelles avec des clients vulnérables. La véritable révélation vint du contact de Dererik au fisc. Le profil financier de Troy révélait des tendances de revenus qui ne correspondaient pas à ses revenus déclarés. D'importants dépôts en espèces apparaissaient régulièrement sur des comptes liés à un cabinet de conseil qui n'existait que sur papier. L'expérience de Dererik en comptabilité judiciaire, une autre compétence acquise lors de sa formation au renseignement militaire, révéla que Troy recevait probablement des paiements de sources non divulguées. Le téléphone de Derek vibra à 2h47 du matin, accompagné d'un SMS. De Brenna. Vol retardé.
Je ne rentrerai pas avant demain soir. Tu me manques. Le mensonge était parfaitement monté, avec une photo d'un tableau de départ d'aéroport que la recherche d'images inversée de Dererik a révélé avoir été prise 3 semaines plus tôt. Dererik a utilisé son accès au système de sécurité du domicile pour confirmer que Brenna et Troy passaient la nuit chez lui. Les caméras les ont vus se déplacer dans les pièces avec une familiarité désinvolte. Troy examinait le bureau de Derek avec un intérêt particulier. Dererik les a vus fouiller son bureau, photographier des documents et même vérifier son coffre-fort. Une violation qui a scellé le sort de Troy dans l'esprit de Dererik. Le lendemain matin, Derek a lancé la deuxième phase de son opération. Il s'est rendu à son bureau et a activé des protocoles qu'il avait établis, mais jamais utilisés. Son entreprise de sécurité entretenait des relations avec des détectives privés dans tout le pays, dont beaucoup étaient d'anciens militaires ou policiers, aux normes éthiques flexibles lorsqu'ils étaient motivés. En quelques heures, Dererik disposait d'équipes surveillant les activités, les finances et les communications de Brenna et Troy. Mais la surveillance n'était qu'un début. La véritable force de Dererik avait toujours été manipulation psychologique, compréhension des faiblesses des gens et retournement de celles-ci contre eux-mêmes. Les recherches de Dererik sur le passé de Troy ont révélé un schéma relationnel avec des femmes riches et émotionnellement vulnérables. Mais elles ont aussi révélé autre chose. Troy était lourdement endetté malgré son apparent succès. Les voitures de luxe étaient louées. L'appartement de luxe était hypothéqué au-delà de sa valeur. Et le mode de vie de Troy exigeait un flux constant de nouveaux clients et un revenu complémentaire. Plus important encore, Derek a découvert que l'ex-femme de Troy, Patricia, vivait à Aspen et bénéficiait d'un accord substantiel incluant des preuves de l'infidélité de Troy pendant leur mariage. L'enquêteur de Dererik a contacté Patricia, qui s'est montrée étonnamment disposée à discuter des relations prédatrices de son ex-mari lorsqu'elle a appris l'existence de Brenna. Parallèlement, la surveillance de Brenna par Dererik a révélé qu'elle avait été plus trompeuse qu'il ne l'avait imaginé. Les transactions immobilières qu'elle prétendait être des missions de Troy, l'aidant à identifier des femmes fortunées en instance de divorce susceptibles de devenir des clientes potentielles et des cibles de conquête. Brenna travaillait essentiellement sous le nom de Troy Scout, identifiant les femmes vulnérables dans les country clubs et les événements sociaux. Dererik a également découvert que Madison et Cole avaient été activement coachés pour témoigner sur le comportement contrôlant et les problèmes de colère de Dererik. Brenna avait enregistré des conversations avec les enfants, les éditant pour créer des preuves de l'instabilité présumée de Dererik. La trahison de ses beaux enfants, qu'il aimait comme les siens, ajouta une dimension personnelle à la colère grandissante de Dererik. Le troisième jour à l'hôtel, Dererik reçut un appel de son associé, le colonel Robert Hay, agent de renseignement militaire à la retraite. Hay menait sa propre enquête sur la liste des invités de la fête et avait des nouvelles inquiétantes. Derek, tu dois savoir que 3 des personnes présentes à cette fête travaillent pour des sociétés de sécurité concurrentes. Elles n'étaient pas là pour célébrer le divorce de Brenna, mais pour recueillir des renseignements sur ta liste de clients et tes activités commerciales. L'implication était stupéfiante. Troy n'avait pas seulement prévu de prendre l'argent de Dererik lors du divorce. Il avait prévu de détruire l'entreprise de Dererik en vendant des informations sur ses clients à concurrents. Plusieurs des clients de Dererik étaient des personnalités influentes dont les dispositifs de sécurité valaient des millions. Révéler leur vulnérabilité aurait pu coûter à Derek tout ce qu'il avait construit. L'enquête de Derek a révélé que Troy entretenait des liens avec une société d'enquête privée spécialisée dans l'espionnage industriel. Cette société, Sentinel Strategic Solutions, avait été mandatée par les concurrents de Dererik pour identifier les faiblesses de son modèle économique. La relation de Troy avec Brenna lui avait fourni un accès privilégié. L'ampleur de la trahison était stupéfiante. Brenna n'avait pas seulement triché. Elle avait activement œuvré à la destruction des moyens de subsistance de Dererik. Le divorce n'était que la dernière étape d'un plan global visant à transférer la fortune et les actifs commerciaux de Dererik à Troy et ses associés. Dererik a passé le 4e jour à créer de fausses preuves qui entraîneraient Troy et Brenna dans un piège qu'ils avaient eux-mêmes tendu. S'appuyant sur sa connaissance de leur psychologie et de leurs faiblesses, il a commencé à leur inculquer des informations qui les convaincraient d'accélérer leur calendrier et de commettre des erreurs cruciales. Tout d'abord, Derek a créé des communications fictives suggérant qu'un de ses principaux clients était sur le point de signer un contrat. Un contrat de plusieurs millions de dollars. Il s'assura que Brenna découvrirait cette information, sachant qu'elle la partagerait avec Troy. La perspective de faire coïncider le divorce avec le plus gros salaire de Dererik était irrésistible. Deuxièmement, Derek commença à montrer des signes de stress et de distraction,
donnant l'impression d'être submergé par les pressions professionnelles et d'ignorer le divorce imminent. Il fit des remarques stratégiques à des amis communs, affirmant se sentir à bout de souffle et envisager de se retirer du monde des affaires. Troisièmement, Derek activa une personne sous couverture qu'il avait cultivée des années auparavant, une femme nommée Rebecca Sterling, qui travaillait au cabinet d'avocats de Troy. Rebecca avait fourni à Dererick des informations ponctuelles sur les besoins de sécurité des clients de l'entreprise, mais elle avait également accès au dossier et à l'agenda de Troy. Dererick révéla juste assez d'informations sur le plan de Troy pour s'assurer de la coopération de Rebecca afin de recueillir des renseignements plus détaillés. À la fin de la semaine, Dererick avait une vision complète de la stratégie de Troy et Brenna, de leur calendrier et de leur vulnérabilité. Plus important encore, il avait identifié les points de pression psychologique qui lui permettraient de retourner leur complot contre eux. Le dernier élément de la préparation de Dererick concernait ses enfants. Malgré leur trahison, Dererick avait besoin de comprendre leur véritable implication. Son suivi révéla que Madison et Cole croyaient sincèrement que Dererick était un beau-père distant et autoritaire qui rendait leur mère malheureuse. Brenna avait passé des mois à empoisonner leur perception de lui, créant un récit où Dererick était l'obstacle au bonheur de leur famille. Dererick sentit une froide lucidité s'installer en lui. En examinant les preuves, Brenna et Troy avaient déclaré la guerre à tout ce à quoi il tenait, son mariage, ses enfants, son entreprise et sa réputation. Ils avaient célébré sa destruction pendant son absence, convaincus qu'il était trop simple et direct pour riposter efficacement. Ils étaient sur le point d'apprendre que Derek Holloway avait survécu et prospéré dans un monde où la guerre psychologique était un article. La célébration qu'ils avaient organisée ne serait rien comparée au jugement qui s'annonçait. Dererick quitta l'hôtel et rentra chez lui, prêt à entamer la phase finale d'une opération qui laisserait ses ennemis regretter de l'avoir entendu. Chapitre 3. Le retour du chasseur. Dererick gara son véhicule dans son allée à 18h47, heure exacte à laquelle son vol initial aurait dû atterrir. Il portait ses bagages avec l'air décontracté d'un homme revenant d'un voyage d'affaires de routine. Bien que son œil exercé ait observé chaque détail de son environnement, la lingerie de la dernière visite de Troy était toujours dans le panier à linge. L'insouciance de Brenna serait l'une des nombreuses faiblesses que Derek comptait exploiter. Brenna l'accueillit à la porte avec une performance digne d'un Oscar. Elle le prit dans ses bras, l'embrassa passionnément et le bombarda de questions sur son voyage. Ses yeux, cependant, brillaient d'une lueur d'anticipation que Dererick avait reconnue grâce à sa formation en interrogatoire. Le regard de quelqu'un exécutant un plan soigneusement préparé. « Tu m'as tellement manqué », dit Brenna en le conduisant à la cuisine où elle avait préparé son plat préféré. Madison et Cole seront bientôt de retour. Ils sont tous les deux ravis de te voir. Derek joua parfaitement son rôle, partageant des détails inventés sur des rendez-vous clients tout en observant les réactions de sa femme. Lorsqu'il évoqua le contrat fictif de plusieurs millions de dollars, les yeux de Brenna s'illuminèrent d'une excitation à peine dissimulée. Elle posa des questions discrètes sur le calendrier et la structure de paiement, confirmant les soupçons de Derek concernant sa collecte de renseignements. Madison et Cole arrivèrent à la maison avec l'enthousiasme artificiel que Dererick avait appris à reconnaître. Ils le serrèrent consciencieusement dans leurs bras et lui demandèrent des nouvelles de son voyage, mais leur malaise était évident. Dererick ressentit une pointe de tristesse sincère en réalisant à quel point Brenna avait empoisonné leur relation. Ses enfants qu'il avait aimés inconditionnellement le voyaient désormais comme un adversaire à gérer. Au cours du dîner, Derek mentionna nonchalamment se sentir dépassé par les exigences professionnelles et laissa entendre qu'il envisageait de faire appel à des associés pour partager la charge de travail. L'intérêt de Brenna fut immédiat et intense, même si elle essaya de le dissimuler derrière une inquiétude bienveillante. « Il est peut-être temps de ralentir », suggéra-t-elle. « Nous avons assez d'argent. Tu pourrais vendre l'entreprise et nous pourrions voyager, passer plus de temps ensemble. » Dererick hocha la tête pensivement, jouant le rôle d'un homme qui réfléchissait à ses options. En réalité, il notait chaque mot pour le profil psychologique qu'il établissait. L'impatience de Brenna de le voir liquider ses biens confirmait l'imminence de la demande de divorce. Après le dîner, Dererick se retira dans son bureau sous prétexte de consulter ses emails professionnels. En réalité, il examinait les renseignements que son équipe avait recueillis pendant son absence. Rebecca Sterling avait fourni des copies des notes du dossier de Troy, révélant toute l'étendue de leur stratégie juridique. L'attaque serait complète, accusations personnelles de comportement contrôlant, allégations professionnelles d'instabilité professionnelle et arguments financiers concernant la clientèle à risque de Derek. Le plus dommageable serait l'évaluation psychologique demandée par Trona.
Le docteur Marcus Webb, un psychologue à la réputation douteuse, avait déjà préparé une évaluation préliminaire des probables symptômes de stress post-traumatique de Derek, entièrement basée sur les récits inventés de Brenna. Cette évaluation étayerait les affirmations selon lesquelles le passé militaire de Dererick le rendait instable et potentiellement dangereux. Le téléphone de Dererick vibra, un SMS de son équipe de surveillance s'envolant. Troy quittait son appartement en direction du centre-ville, probablement pour une réunion stratégique avec ses complices. Derek activa les protocoles de suivi qu'il avait mis en place suite à ses déplacements en ville. Le lieu de rendez-vous révélait une salle à manger privée du Brown Palace Hotel, où Troy était rejoint par 3 individus que Derek avait reconnus grâce à son enquête. La première était Patricia Morse, associée d'une société de sécurité concurrente spécialisée dans le renseignement d'affaires. Le deuxième était David Chain, expert comptable judiciaire engagé pour identifier les vulnérabilités de la structure commerciale de Dererick. Le troisième était l'inspectrice Linda Harris, enquêtrice de la police de Denver, dont la présence suggérait qu'il prévoyait d'impliquer les forces de l'ordre dans la destruction de Dererick. L'équipement de surveillance longue portée de Dererick lui permit d'écouter leurs conversations depuis le parking de l'hôtel. Ce qu'il apprit dépassa même ses pires espérances. Ils ne préparaient pas seulement un divorce. Ils orchestraient une vaste campagne visant à détruire la réputation, l'entreprise et la réputation de Derrick. Liberté. Le plan prévoyait de déclencher une enquête policière sur les pratiques commerciales de Derek, suggérant des liens possibles avec une surveillance légale ou des violations de la vie privée. L'inspecteur Harris ouvrirait l'enquête sur la base d'une information anonyme concernant les capacités d'enquête de Derrick. L'objectif était de créer suffisamment d'incertitudes juridiques pour geler les avoirs de Derrick et éloigner ses clients prestigieux. Pendant ce temps, le cabinet de Patricia Morse aborderait les clients de Derrick avec des inquiétudes soigneusement formulées quant à sa stabilité et sa fiabilité professionnelle. Les clients, déjà inquiets des failles de sécurité, résilieraient probablement leur contrat pour éviter tout lien avec un opérateur potentiellement compromis. Le rôle de Troy était d'accélérer la procédure de divorce pendant que Derrick était distrait par l'enquête criminelle. Les avoirs de Derrick étant gelés et ses revenus perturbés, il serait contraint d'accepter l'accord proposé par Troy pour éviter la faillite. Le dernier élément était le plus personnel. Madison et Cole témoigneraient du comportement de plus en plus erratique de Derek et de leur crainte pour leur sécurité. Les enfants, convaincus de protéger leur mère d'un beau-père instable, fourniraient le témoignage émotionnel nécessaire pour étayer la thèse. Évaluation psychologique. Derrick écoutait la destruction de sa famille planifiée avec le professionnalisme détaché qui avait autrefois fait de lui l'un des agents les plus efficaces de l'armée. Mais sous cette analyse froide, quelque chose de plus sombre se réveillait. Une capacité de vengeance méthodique que ses ennemis avaient terriblement sous-estimée. La réunion se termina par des poignées de main et des sourires confiants. Ils pensaient que Derrick n'était qu'un simple militaire qui serait dépassé par leur attaque sophistiquée. Ils étaient sur le point d'apprendre que Derek Holloway avait passé 22 ans à perfectionner l'art de provoquer l'autodestruction de ses ennemis. Derrick rentra chez lui et trouva Brenna dans leur chambre, vêtue de lingerie qu'il savait désormais qu'elle avait également portée pour Troy. Elle s'approcha de lui avec une séduction experte, ses mains explorant son corps tandis que ses lèvres murmuraient des mots doux inventés. Derrick se soumettait à sa performance tandis que son esprit cataloguait chaque détail de la guerre psychologique qui allait commencer. Alors que Brenna s'endormait à ses côtés, Derrick se glissa discrètement hors du lit et retourna dans son bureau. Il activa les protocoles de communication sécurisés et commença à donner des ordres aux agents positionnés à travers le pays. Le réseau qu'il avait bâti durant sa carrière militaire était sur le point d'être déchaîné contre des civils qui ignoraient totalement ce qu'ils venaient de découvrir. La première action de Derrick fut subtile, mais dévastatrice. Il accéda à l'empreinte numérique de Troy et commença à implanter des preuves suggérant que Troy faisait chanter ses clients. Utilisant des techniques sophistiquées apprises en opération psychologique, Derek créa un schéma de communication semblant montrer Troy exigeant des paiements supplémentaires de femmes vulnérables en échange de règlements de divorce favorables. L'intérêt de cette stratégie résidait dans le fait qu'elle utilisait les véritables schémas relationnels de Troy contre lui. Plusieurs de ses anciens clients lui avaient versé des sommes inhabituelles lors de leur divorce, créant ainsi un fondement de vérité rendant crédibles les preuves fabriquées. La deuxième action de Derek cibla l'entreprise de sécurité de Patricia Morse. S'appuyant sur sa connaissance de leur stratégie d'acquisition de clients, il commença à leur fournir de fausses informations sur un important contrat gouvernemental, ce qui nécessiterait de compromettre les opérations de Derrick. L'entreprise engageait des ressources et commettait des actes potentiellement illégaux pour obtenir un contrat inexistant, créant ainsi des vulnérabilités juridiques que Derrick pourrait exploiter ultérieurement.
La troisième action fut la plus complexe. Derek commença manipulant l'enquête de l'inspecteur Harris avant son début officiel. Grâce à ses contacts au sein de la police de Denver, il s'assura que l'information anonyme concernant son entreprise serait transmise aux affaires internes plutôt qu'à la division criminelle. L'empressement de l'inspecteur Harris à poursuivre une affaire hors de sa juridiction engendrerait des manquements à l'éthique qui ruineraient sa crédibilité. Durerick travailla toute la nuit, mettant en place une contre-opération visant à éliminer systématiquement tous ceux qui l'avaient trahi. À l'aube, les pièces du puzzle étaient en place pour une campagne qui briserait ses ennemis et isolerait complètement ses traîtres. Tandis que Brenna se réveillait à ses côtés, Durerick retourna se coucher et endossa le rôle d'un mari sans méfiance. Mais, les yeux fermés, il calculait le moment précis où tendre un piège qui ferait passer leur fête pour un jeu d'enfant face à la dévastation qui s'annonçait. Le chasseur était de retour, et la proie ignorait qu'elle était déjà prise. Chapitre 4. Les titans du web. La guerre de Durerick commença avec une précision chirurgicale lundi matin. Pendant ce temps, Brenna se préparait pour ce qu'elle croyait être une nouvelle journée de planification secrète avec Troy. Durerick lança une opération psychologique visant à démanteler systématiquement leur complot de l'intérieur. Sa première cible fut le docteur Marcus Webb, le psychologue que Troy avait recruté pour fournir un témoignage inventé sur l'état mental de Durerick. Le dossier militaire de Durerick était classifié, mais Webb avait mené son évaluation entièrement en se basant sur les récits fictifs de Brun et sur des manuels de psychologie obsolètes sur le stress du combat. Derek s'arrangea pour que Webb reçoive un colis contenant de véritables études de cas de SSPT réalisées par un psychologue des anciens combattants, des cas qui contredisaient toutes les hypothèses formulées par Webb sur l'état de Durerick. Plus important encore, le colis contenait une lettre prétendument du Conseil de psychologie du Colorado remettant en question le récent témoignage de Webb dans plusieurs affaires de divorce. La lettre, soigneusement rédigée grâce aux connaissances de Derek en matière de profilage psychologique, suggérait que la volonté de Webb de fournir des évaluations sans contact direct avec les patients faisait l'objet d'une enquête. La panique de Webb fut immédiate et prévisible. La surveillance de Durerick montra que le psychologue contactait frénétiquement Troy pour lui demander de se retirer de l'affaire. Pendant ce temps, Derek activait l'accès de Rebecca Sterling au cabinet d'avocat de Troy. Rebecca, motivée par les révélations de Durerick sur l'exploitation de femmes vulnérables par Troy, commença à documenter les pratiques contraires à l'éthique de Troy avec une efficacité débordante. Elle découvrit que Troy surfacturait ses clients, entretenait des relations inappropriées avec plusieurs femmes et partageait des informations confidentielles avec des non-clients. Mais le coup de maître de Durerick consistait à exploiter l'addiction au jeu de Troy, une faiblesse que Derek avait découverte grâce à une surveillance financière. Les visites régulières de Troy à des parties de poker clandestines à Denver avaient engendré des dettes importantes auprès de personnes dangereuses. Durerick organisa le rachat de ces dettes par des associés de son réseau militaire, des hommes qui comprenaient les leviers et les pressions. L'avantage de cette stratégie était que Troy ne saurait jamais que Derek était à l'origine de sa soudaine crise financière. Les agents de recouvrement se montraient simplement plus insistants, exigeant des paiements que Troy ne pouvait fournir sans accélérer son plan contre Durerick. La pression le contraindrait à des actions de plus en plus désespérées et imprudentes. Le deuxième objectif de Durerick était l'entreprise de sécurité de Patricia Morse. Fort de sa connaissance de leurs tactiques agressives d'acquisition de clients, Derek commença à leur fournir des renseignements sur un contrat fictif du ministère de la Défense, d'une valeur de 30 millions de dollars. Ce contrat était censé exiger des enquêtes approfondies sur les antécédents des prestataires de sécurité existants, dont l'entreprise de Durerick. L'entreprise de Patricia a mordu à l'hameçon et a chargé ses meilleurs agents d'enquêter sur les relations d'affaires de Derek. Ils ont commencé à contacter ses clients sous de faux prétextes, recueillant des informations qui, selon eux, leur donneraient un avantage concurrentiel. En réalité, ils documentaient leurs propres activités de surveillance illégale, tandis que les systèmes de surveillance de Durerick enregistraient tout. L'enquête allait finalement révéler que l'entreprise de Patricia effectuait des vérifications d'antécédents non autorisés sur les clients importants de Derek, notamment des juges fédéraux et des dirigeants d'entreprise. Ces violations de la vie privée allaient non seulement détruire l'entreprise de Patricia, mais aussi engager la responsabilité pénale de toutes les personnes impliquées. La manipulation de l'inspectrice Linda Harris par Durerick exigeait plus de subtilité. L'empressement de Harris à s'occuper d'affaires très médiatisées avait entraîné plusieurs manquements à l'éthique au cours de sa carrière, mais elle avait réussi à éviter les conséquences grâce à ses relations politiques et à une sélection rigoureuse des dossiers. Derek allait retourner son ambition contre elle. Grâce au réseau d'informateurs que Durerick avait développé au cours de ses activités de sécurité, Harris commença à
Il recevait des informations anonymes sur les prétendues activités de surveillance illégale de Dörrerick. Ces informations, soigneusement élaborées pour suggérer une affaire majeure susceptible de faire progresser la carrière de Harris, l'ont également incité à mener des enquêtes hors de sa juridiction et de son expertise. Dörrerick s'assurait que les enquêtes de Harris attiraient rapidement l'attention des agences fédérales qui réglementaient les opérations de sécurité privée. Son enquête non autorisée allait engendrer des conflits de compétences et révéler ses erreurs excessives et fatales, déguisées en missions policières ambitieuses. Mais la cible la plus complexe de Dörrerick était sa propre famille. La trahison de Madison et Cole avait été la plus profonde. Mais Dörrerick reconnaissait qu'ils étaient victimes de la manipulation de Brin plutôt que des complices consentants. Son approche consistait à séparer les enfants de l'influence de leur mère tout en dévoilant sa tromperie. Dörrerick commença par contredire subtilement le récit que Brenna avait créé sur leur relation. Il laissa de petits cadeaux aux enfants, le café préféré de Madison, acheté dans un magasin près de son école, et le jeu vidéo préféré de Cole, que Dörrerick prétendait avoir commandé des semaines auparavant. Ces gestes visaient à témoigner d'une attention qui contredisait les affirmations de Brenna concernant l'indifférence de Dörrerick. Plus important encore, Dörrerick commença à documenter ses interactions réelles avec les enfants à l'aide d'appareils d'enregistrement discrets. Lorsque Brenna affirmait que Dörrerick avait crié sur Madison à propos de ses notes, les enregistrements de Dörrerick montraient une conversation patiente sur les stratégies d'étude. Lorsqu'elle décrivait Dörrerick comme contrôlant les activités de Cole, les enregistrements révélaient que Derek encourageait l'indépendance de son beau-fils. La surveillance de Dörrerick enregistrait également Brenna en train de conseiller les enfants sur ce qu'ils devaient dire à propos de leur beau-père. Les enregistrements montraient Brenna suggérant des incidents spécifiques qui ne s'étaient jamais produits et aidant Madison et Cole à se souvenir d'événements qui contredisaient leurs expériences initiales. La pression psychologique exercée sur les ennemis de Dörrerick était soigneusement calibrée pour les forcer à commettre des erreurs tout en maintenant l'apparence d'un accident de parcours. Les dettes de jeu de Troy apparaissaient comme un problème personnel sans rapport avec son travail juridique. Le cabinet de Patricia semblait victime de ses propres tactiques agressives. L'inspecteur Harris était pris au piège de protocoles juridictionnels standards qui n'avaient rien à voir avec l'affaire Dörrerick. Mais le plus sophistiqué de Dörrerick, la manipulation, visait Brenna elle-même. Grâce à sa connaissance de sa psychologie et de ses insécurités, Dörrerick commença à semer le doute sur l'engagement de Troy dans leur relation. L'équipe de Dörrerick organisa une rencontre fortuite entre Brenna et Troy dans un restaurant, en compagnie d'une autre femme, en réalité une agente, qui documentait les activités de Troy. La rencontre prit un air romantique, Troy affichant le même comportement intime que Brenna pensait lui être réservé. Dörrerick s'assura également que Brenna découvre les problèmes financiers de Troy par le biais de publications apparemment innocentes sur les réseaux sociaux et de conversations informelles avec des amis communs. La révélation de l'endettement important de Troy allait ébranler la conviction de Brenna d'être un avocat compétent capable de lui assurer une sécurité financière. Plus grave encore, Dörrerick commença à accumuler des preuves montrant que Troy entretenait des relations avec d'autres femmes fortunées en instance de divorce. Les relevés téléphoniques et l'activité sur les réseaux sociaux suggéraient que Brenna n'était qu'une des nombreuses femmes que Troy manipulait simultanément. L'impact psychologique fut immédiat. La confiance de Brenna dans l'affection de Troy commença à vaciller, et elle commença à se demander si leur relation survivrait à son divorce avec Derek. Ce doute créa un stress qui cela a affecté sa performance, tant dans sa liaison que dans son mariage, la rendant de plus en plus négligente quant à la dissimulation de ses traces. Dès le jeudi de la première semaine, les ennemis de Dörrerick commençaient à se retourner les uns contre les autres. La pression financière de Troy le rendait exigeant et irascible avec Brenna. Le cabinet de Patricia s'inquiétait des risques qu'il prenait pour un contrat qui semblait de plus en plus difficile à obtenir. L'inspectrice Harris était interrogée par ses supérieurs au sujet de son enquête non autorisée. Dörrerick surveillait la détérioration de leur coopération grâce à de multiples canaux de surveillance, tout en conservant l'apparence d'un mari sans méfiance. Il assistait au match de foot de Madison, aidait Cole à faire ses devoirs d'algèbre et organisait un week-end romantique avec Brenna, tout en orchestrant la destruction systématique de leur complot. La beauté de la stratégie de Dörrerick résidait dans le fait que ses ennemis se battaient eux-mêmes par leurs propres faiblesses et leurs actes illégaux. Le jeu de Troy, la cupidité de Patricia, l'ambition de Harris et l'insécurité de Brenna étaient instrumentalisés contre sans qu'aucune action directe ne puisse être attribuée à Derek. Mais le but ultime de Dörrerick, ce n'était pas seulement une victoire. C'était une domination psychologique totale. Il voulait que ses ennemis comprennent qu'ils avaient défié quelqu'un de bien plus dangereux qu'ils ne pouvaient l'imaginer. La véritable guerre ne faisait que commencer,
et Derick comptait bien la remporter si résolument que personne ne le sous-estimerait plus jamais. Alors que la première semaine de sa campagne touchait à sa fin, Derick se prépara à la phase suivante, forçant ses ennemis à un conflit ouvert tout en se positionnant comme le vainqueur évident de toute confrontation. La fête de célébration ne semblerait bientôt qu'un lointain souvenir comparé à la destruction à venir. Chapitre 5. La fracture s'étendit. La deuxième semaine de la campagne de Derick débuta avec l'effondrement du monde de Troy Brennan, d'une manière apparemment sans rapport, mais méticuleusement orchestrée. Les contacts militaires de Derick avaient racheté les dettes de jeu de Troy et exerçaient désormais une pression bien au-delà de l'obligation financière. Vincent Vinny Torino, un ancien rangé de l'armée travaillant désormais dans la sécurité privée à Las Vegas, visita le bureau de Troy lundi matin. L'apparence de Vinny, ses mains balafrées, son regard froid et cette immobilité qui suggérait la violence c'était toujours une option, terrifiait la secrétaire et les clients de Troy. Mais le message de Vinny était délivré avec une courtoisie professionnelle qui le rendait plus effrayant que n'importe quelle menace. « Monsieur Brennan, vous devez une somme considérable à certaines personnes. Ces personnes ont vendu votre dette à des individus moins patients qu'eux. Je suis ici pour discuter d'un plan de paiement qui convienne à toutes les parties concernées. » Les mains de Troy tremblaient tandis qu'il examinait des documents attestant de dettes totalisant 340 000 $ provenant de jeux de poker, de paris sportifs et de lignes de crédit de casino. Les dettes s'accumulaient depuis des mois. Mais les créanciers initiaux avaient fait preuve de patience grâce à la réputation juridique de Troy. Les nouveaux créanciers étaient différents. Ils considéraient le style de vie luxueux de Troy comme la preuve qu'il pouvait payer immédiatement s'il était motivé. « J'ai besoin de temps », protesta Troy. « J'ai des affaires importantes qui arrivent à un accord. L'argent sera bientôt disponible. » Le sourire de Vinny exprimait une compassion professionnelle. « Mes employeurs sont des gens raisonnables. Ils comprennent que les avocats ont un revenu régulier, mais ils comprennent aussi qu'ils ont des actifs, des biens, des investissements et une réputation professionnelle. Ils sont prêts à accepter d'autres modes de paiement si l'argent liquide n'est pas immédiatement disponible. » Les implications étaient claires. La licence professionnelle de Troy, son appartement, et même sa sécurité personnelle, étaient désormais garanties par des dettes que Derick avait montées de toutes pièces. La pression allait forcer Troy à accélérer son exécution contre Derek tout en prenant des décisions de plus en plus désespérées. Pendant ce temps, l'entreprise de sécurité de Patricia Morse découvrait que son enquête sur les clients de Derick avait attiré l'attention indésirable du gouvernement fédéral. L'agent spécial du FBI Sarah Rodriguez a contacté le bureau de Patricia mardi après-midi pour lui poser des questions sur des activités de surveillance non autorisées, signalées par plusieurs personnalités. Mademoiselle Morse, nous avons reçu des plaintes selon lesquelles votre entreprise aurait mené des enquêtes de fonds sans autorisation. Plusieurs juges fédéraux et dirigeants d'entreprises ont signalé des demandes suspectes concernant leurs dispositifs de sécurité. La confiance de Patricia s'est évanouie lorsque l'agent Rodriguez a décrit les enquêtes menées par son équipe dans le cadre du contrat fictif du ministère de la Défense. Le FBI surveillait ces activités comme de l'espionnage industriel potentiel, et l'entreprise de Patricia faisait désormais l'objet d'une enquête fédérale pour atteinte à la vie privée. « Je peux tout expliquer », a déclaré Patricia, tout en précisant qu'elle ne pouvait pas expliquer pourquoi le contrat du département de la Défense semblait avoir disparu de tous les documents officiels. « J'en suis sûr », répondit l'agent Rodriguez. « Nous allons organiser des entretiens formels avec toute votre équipe d'enquête. Je vous suggère de faire appel à un avocat connaissant bien la législation fédérale sur la protection de la vie privée. » La manipulation de l'inspectrice Linda Harris par Derick était encore plus sophistiquée. L'enquête non autorisée de Harris sur l'entreprise de Derek avait déclenché des notifications automatiques au bureau d'enquête du Colorado, qui supervisait les licences de sécurité privée. Les enquêteurs du CBI ont contacté les supérieurs de Harris pour leur faire part de leurs inquiétudes concernant un abus de juridiction et de potentielles fautes professionnelles. Le capitaine James Morrison a convoqué Harris dans son bureau mercredi matin avec un dossier qui lui a donné la nausée. « Linda, je reçois des appels d'agences fédérales me demandant pourquoi l'un de mes enquêteurs enquête sur une entreprise de sécurité privée sans coordination ni autorisation. Le CBI veut savoir si nous menons une opération conjointe dont il n'était pas informé. » Harris a tenté d'expliquer ses informations anonymes et ses soupçons sur les activités de Derick, mais ces explications n'ont fait qu'empirer sa situation. Le capitaine remarqua que Harris menait des enquêtes hors de sa compétence et de sa juridiction, utilisant les ressources policières pour recueillir des renseignements non autorisés. « Vous êtes suspendu dans l'attente d'une enquête interne », annonça Morrison. « Remettez votre badge et votre arme. »
Cela pourrait entraîner des poursuites pénales s'il s'avère que vous avez effectué une surveillance non autorisée. Mais l'attaque la plus dévastatrice de Dörrerick cibla la relation entre Brenna et Troy. Utilisant des techniques de manipulation psychologique perfectionnées dans le renseignement militaire, Dörrerick commença à détruire systématiquement leur confiance mutuelle. L'équipe de Dörrerick s'arrangea pour que Brenna reçoive des messages anonymes contenant des photos de Troy rencontrant d'autres femmes. Ces photos étaient authentiques. La pratique de Troy de solliciter de nombreux clients fortunés était bien documentée, mais les agents de Dörrerick s'assurèrent que Brenna les interpréterait comme la preuve d'une infidélité persistante. Les messages étaient accompagnés de documents financiers attestant des dettes colossales et de la baisse des revenus de Troy. Brenna découvrit que l'avocat Prosper dont elle était tombée amoureuse était en réalité un homme désespéré, menacé de ruine et potentiellement de violence de la part de ses créanciers. Le plus dommageable fut une conversation inventée que l'équipe de Dörrerick avait fournie à Brenna, prétendument enregistrée par l'un des associés de Troy, joueur. Dans cet enregistrement, créé grâce à une technologie de synthèse vocale, Derrick avait accès grâce à des contacts militaires. Troy évoquait sa relation avec Brenna et des termes grossiers suggérant qu'elle n'était qu'un moyen de se rétablir financièrement. « Il pense que je suis amoureux d'elle », disait le faux Troy. « Mais une fois que j'aurai récupéré l'argent de son père, elle ne sera qu'une cliente de plus en instance de divorce. Ces femmes au foyer désespérées sont toutes les mêmes. Elles ont besoin qu'on leur dise qu'elles sont spéciales pendant qu'elles détruisent leur propre famille. » La réaction de Brenna fut immédiate et prévisible. Elle confronta Troy lors de ce qu'elle pensait être une réunion privée dans son appartement, mais la caméra de surveillance de Dörrerick capta chaque mot de leur dispute. « Salaud » hurla Brenna. « Tu te sers de moi comme de tous les autres. Tout ce que tu as dit sur ton amour pour moi était un mensonge. » Les dénégations de Troy étaient désespérées et peu convaincantes, surtout lorsque Brenna lui présenta les preuves de ses problèmes financiers et les photos de lui avec d'autres femmes. Son explication selon laquelle les dettes étaient temporaires et les femmes étaient des clientes ne fit que confirmer les soupçons de Brenna d'être manipulée. « Je te croyais différente », dit Brenna d'une voix brisée. « J'ai détruit mon mariage pour toi, et tu n'es qu'un prédateur menteur de plus. » La réponse de Troy révéla sa véritable nature. « Ton mariage était déjà détruit, Brenna. Tu es venu me voir parce que tu étais malheureuse et que tu voulais partir. Ne me reproche pas de t'avoir donné ce que tu demandais. » La dispute s'envenima jusqu'à ce que Brenna s'en aille en trombe. Leur complot fut brisé par la méfiance et les récriminations mutuelles. La surveillance de Dörrerick les montra tous deux passer le reste de la semaine à tenter de sauver leurs positions respectives tout en abandonnant leur stratégie commune. Le désespoir de Troy le poussa à commettre exactement l'erreur que Dörrerick avait anticipée. Face à la pression des créanciers et à la perte de la coopération de Brenna, Troy décida d'accélérer la procédure de divorce et de récupérer les biens de Derrick de manière indépendante. Mais sans les informations privilégiées et la coopération de Brenna, la stratégie juridique de Troy devint transparente et prévisible. Troy déposa une demande d'ordonnance d'urgence, affirmant que Derrick représentait une menace immédiate pour Brenna et les enfants. La procédure fut bâclée et mal documentée, fondée sur des preuves fabriquées que la surveillance de Dörrerick avait détectées à l'avance. L'équipe juridique de Dörrerick, le même cabinet de haut niveau que Troy espérait déjouer, était prête à présenter des contre-arguments exhaustifs qui le faisaient passer pour incompétent. Pendant ce temps, la confusion et les troubles émotionnels de Brenna la poussèrent à rechercher le soutien de personnes que Derrick avait stratégiquement positionnées. Le docteur Amanda Chan, thérapeute spécialisée en conseil conjugal, lui avait été recommandé par un ami. Un ami qui était en réalité l'un des atouts de Dörrerick. Les séances du Dr Chin avec Brenna visaient à l'aider à reconnaître la manipulation subie tout en révélant progressivement l'ampleur de sa trahison envers Derrick. La thérapie a engendré une culpabilité et une confusion réelle qui ont miné la capacité de Brenna à maintenir sa tromperie. Le vendredi de la deuxième semaine, les ennemis de Dörrerick étaient en pleine déroute. Troy risquait la ruine financière, une enquête fédérale et l'échec de son action en justice. Le cabinet de Patricia faisait l'objet d'une enquête criminelle et avait perdu plusieurs clients importants. L'inspecteur Harris était suspendu et risquait d'être inculpé. Brenna était émotionnellement dévastée et commençait à remettre en question tout ce qu'elle croyait de sa relation avec Troy et Derrick. Mais Dörrerick n'en avait pas fini. Il a démantelé leur complot et les a montés l'un contre l'autre. Mais son objectif ultime était une domination psychologique totale. Il voulait qu'ils comprennent qu'ils avaient défié quelqu'un qui opérait à un niveau qu'ils ne pouvaient comprendre. En examinant les rapports de renseignement de la semaine, Dörrerick ressentait la satisfaction froide d'un prédateur ayant réussi à isoler sa proie.
La véritable destruction était sur le point de commencer, et Derrick comptait bien s'assurer que ses ennemis ne se remettraient jamais de leurs erreurs. La fête avait marqué le début de leur chute. Derrick était désormais prêt à leur montrer à quoi ressemblait le véritable pouvoir, appliqué avec une précision militaire et des ressources illimitées. Chapitre 6. Le jugement commence. La 3e semaine de la campagne de Derek s'ouvrit sur une implosion spectaculaire de la vie professionnelle de Troy Brennan. La combinaison de dettes de jeu, d'une enquête fédérale et de sa plainte désastreuse contre Derek avait créé une tempête parfaite qui allait détruire tout ce que Troy avait construit. Le barreau du Colorado reçut une plainte officielle concernant la conduite de Troy, déposée par Rebecca Sterling, sous la direction attentive de Derek. La plainte documentait les habitudes de Troy consistant à exploiter des clients vulnérables, à entretenir des relations inappropriées lors de ses représentations juridiques et à partager des informations confidentielles avec des personnes non autorisées. Rebecca avait passé des semaines à rassembler des preuves qui dressaient le tableau de violations éthiques systématiques. Mais la véritable dévastation résultait du désespoir de Troy lui-même. Sous la pression immédiate des associés militaires de Derrick, qui avaient racheté ses dettes de jeu, Troy prit une décision qui mettrait fin à sa carrière d'avocat, il tenta de voler l'argent du fonds fiduciaire de ses clients. La surveillance de Derek le filma accédant au compte à 23h47 lundi soir, transférant $200 000 destinés à des règlements de clients sur son compte personnel. Le vol fut immédiatement signalé par les protocoles de sécurité bancaire qui, selon Derek, surveilleraient les activités de Troy. Monsieur Brennan, déclara l'inspecteur Robert Shinn, sans lien de parenté avec le docteur Amanda Shinn, à son arrivée au cabinet de Troy mardi matin, vous êtes en état d'arrestation pour vol de fonds de clients et détournement de comptes fiduciaires d'avocats. L'arrestation de Troy fut relayée par les médias, alerté par les contacts de Derrick de la chute de l'éminent avocat. Les images de Troy menotté, son costume coûteux froissé et le visage paniqué, furent diffusées dans toute la communauté juridique de Denver en quelques heures. L'entreprise de sécurité de Patricia Morse risquait une destruction encore plus importante. L'enquête du FBI sur leur surveillance non autorisée s'était élargie aux accusations de fraude électronique, d'atteinte à la vie privée et de complot en vue de commettre de l'espionnage industriel. L'équipe de l'agent Rodriguez avait découvert que l'entreprise de Patricia vendait des informations confidentielles sur ses cibles de surveillance à des concurrents et à des agents de renseignement étrangers. Le contrat fictif de Derrick avec le ministère de la Défense avait conduit l'équipe de Patricia à documenter ses propres activités illégales avec une telle minutie que les procureurs disposeraient de preuves accablantes pour de multiples chefs d'accusation. L'entreprise qui avait planifié de détruire l'entreprise de Derrick par une surveillance illégale risquait désormais des peines de prison fédérale pour des crimes que Derek les avait incités à commettre. Nous avons identifié des violations systématiques de la loi fédérale sur la protection de la vie privée, a déclaré l'agent Rodriguez aux journalistes devant le bureau de Patricia, tandis que les agents du FBI sortaient des boîtes de preuves. Cette organisation semble avoir agi comme une entreprise criminelle plutôt que comme une entreprise de sécurité légitime. La situation de l'inspectrice Linda Harris était tout aussi catastrophique. L'enquête interne avait révélé que sa poursuite non autorisée de Derek n'était que la dernière d'une série de fautes professionnelles, incluant l'acceptation de pots de vin, la falsification de preuves et la conduite d'enquêtes personnelles avec l'aide de ressources policières. La suspension de Harris avait déclenché un réexamen approfondi de ses dossiers, révélant que plusieurs condamnations qu'elle avait obtenues reposaient sur des preuves recueillies illégalement. Le bureau du procureur risquait de voir ses condamnations annulées et ses poursuites pour atteinte aux droits civiques engagés suite aux violations commises par Harris. L'inspectrice Harris a été licenciée et fait l'objet de poursuites pénales, a annoncé le capitaine Morrison lors d'une conférence de presse que Derrick a suivie avec une satisfaction froide. Nous examinons toutes les affaires dans lesquelles elle a été impliquée pour détecter d'éventuelles fautes professionnelles. Mais la cible la plus complexe de Derrick restait sa propre famille. Les séances de thérapie de Brenna avec le docteur Amanda Shinn avaient provoqué un véritable trouble psychologique, alors qu'elle commençait à prendre conscience de l'ampleur de sa trahison et de sa manipulation. Je ne comprends pas comment je suis devenue cette personne, a avoué Brenna lors d'une séance enregistrée par l'équipement de surveillance de Derrick. Je me suis convaincu que Derrick était le problème, mais je pense que je cherchais simplement des excuses pour justifier ce que je voulais faire. Le docteur Shinn a guidé Brenna dans un processus de reconnaissance de la manipulation psychologique qu'elle avait subie tout en confrontant ses propres choix. La thérapie était légitime. Derrick souhaitait que Brenna comprenne véritablement sa trahison plutôt que d'en être simplement punie. Tu as laissé Troy te convaincre que ton mariage était pire qu'il ne l'était, a observé le docteur Shinn, mais tu as aussi fait le choix de tromper ton mari et d'impliquer tes enfants dans cette tromperie.
Comprendre pourquoi tu as fait ces choix est la première étape pour en faire de meilleurs. La prise de conscience croissante de Brenna a suscité un remords sincère qui s'est manifesté dans son comportement envers Derek. Elle a commencé à essayer de renouer avec son mari, exprimant une affection et un intérêt qui semblaient authentiques, car il l'était. Même si Derek savait que c'était motivé par la culpabilité plutôt que par l'amour, sa manipulation envers Madison et Cole était encore plus sophistiquée. Il avait commencé à révéler progressivement les preuves du coaching de leur mère, leur permettant de reconnaître la manipulation subie sans attaquer directement Brenna. Derek laissait les transcriptions des séances de coaching de Brenna à la disposition des enfants, présentées comme support de thérapie conjugale. Les transcriptions montraient leur mère suggérant des faux souvenirs précis et les encourageant à exagérer leurs sentiments négatifs envers Derek. L'impact psychologique sur les enfants fut immédiat. Madison, maintenant âgée de 17 ans et plus capable de comprendre la tromperie des adultes, fut dévastée de réaliser comment sa mère avait manipulé sa perception de Derek. « Est-ce que maman nous a vraiment appris à mentir sur toi ?» demanda Madison à Derek lors d'un trajet en voiture qu'il avait spécialement organisé pour rester privé. La réponse de Derek était soigneusement formulée pour exprimer sa douleur sans susciter d'hostilité envers Brenna. « Ta mère était malheureuse et désemparée, Madison. Elle se persuadait que j'étais la source de ses problèmes et qu'elle avait besoin de toi et de Cole pour la soutenir dans cette conviction. Mais cela ne signifie pas qu'elle ne t'aime pas. Cela signifie qu'elle a fait de très mauvais choix. » La réaction de Cole fut encore plus intense. À 15 ans, il était assez vieux pour comprendre la trahison, mais assez jeune pour être complètement anéanti par la tromperie de sa mère. Sa relation avec Brenna se tendit alors qu'il peinait à réconcilier la mère qu'il aimait avec la femme qu'il avait manipulée pour qu'il trahisse Derek. Les enregistrements de Derek de ses interactions réelles avec les enfants, patients, encourageants et bienveillants, contrastaient fortement avec le beau-père colérique et autoritaire décrit par Brenna. Les preuves de sa tromperie créèrent des changements de loyauté qui seraient permanents. Mais la révélation ultime de Derek fut réservée à la fin de la 3e semaine. Le vendredi soir, il convoqua une réunion de famille dans leur salon. La même pièce où la fête avait eu lieu 3 semaines plus tôt. « Je dois discuter de certaines choses qui se sont passées dans notre famille », annonça Derek d'une voix imprégnée de l'autorité qui avait autrefois commandé les unités militaires. « Des choses que vous devez tous comprendre, je pense. » Derek révéla qu'il était au courant de la liaison, du complot et de la fête. Mais il le fit avec des preuves si complètes et détaillées qu'il était impossible de les nier. Relevés téléphoniques, photographies, documents financiers et enregistrements audio dressaient un tableau de trahison indéniable. « Il y a 3 semaines, vous avez célébré ma destruction alors que je travaillais pour soutenir cette famille, » dit Derek. Son regard passa de Brenna à Madison, puis à Cole. Vous aviez prévu de prendre tout ce que j'avais construit et de détruire ma réputation par des mensonges et des manipulations. Brenna blêmit lorsque Derek exhiba des preuves dont elle ignorait l'existence. Les enfants fixèrent, stupéfaits, les documents relatifs à la liaison de leur mère et à leur propre séance de coaching. Vous avez impliqué mes enfants dans un complot visant à commettre une fraude, poursuivit Derek, d'une voix qui ne s'éleva jamais, mais avec une intensité qui fit paraître la salle plus petite. Vous avez célébré la destruction de leur maison tout en les persuadant que j'étais l'ennemi. L'impact psychologique a été dévastateur et immédiat. Brenna se mit à pleurer, non pas de remords, mais de la prise de conscience que Derek savait tout alors qu'elle croyait le tromper. Madison et Cole restèrent assis, stupéfaits, digérant l'effondrement total de toutes leurs croyances concernant leur situation familiale. « Que va-t-il se passer maintenant » murmura Madison d'une voix à peine audible. La réponse de Derek fut délivrée avec la précision froide d'un briefing militaire. Vous apprenez maintenant ce qui arrive quand on trahit quelqu'un qui a passé 22 ans à protéger ce pays de ceux qui voulaient le détruire. Derek se leva et se dirigea vers la fenêtre qui donnait sur leur quartier, la même fenêtre par laquelle il avait observé leur fête 3 semaines plus tôt. Le retournement psychologique était total. Ils avaient célébré sa défaite alors qu'il orchestrait leur destruction. 3 est en prison pour avoir volé des fonds de clients, annonça Derek sans se retourner. L'entreprise de Patricia fait l'objet d'une enquête fédérale pour espionnage. L'inspecteur Harris a été licencié et inculpé. Tout ce qu'ils avaient construit avait été détruit. Le silence régnait dans la pièce, tandis que la famille de Derek réalisait qu'elle l'avait sous-estimé d'une manière qu'elle commençait à peine à comprendre. La fête est finie, dit finalement Derek en se tournant vers eux, le regard perdu dans celui de l'homme qu'il croyait connaître. Maintenant, place au compte. Chapitre 7. Guerre totale.
La révélation des connaissances de Derek transforma la maison Holloway en un champ de bataille psychologique où chaque interaction était teintée de trahison et de vengeance. Les larmes de Brenna s'étaient asséchées, laissant place à un calcul désespéré, réalisant que l'apparente inconscience de son mari n'était qu'une mise en scène élaborée pour dissimuler des renseignements qui auraient impressionné la CIA. La demande de Derick d'une réunion de famille pour le lendemain matin fut formulée avec une précision militaire. Samedi, 8 heures, salle à manger officielle, présence obligatoire. Le lieu était important. C'est dans cette salle à manger officielle que Derick menait ses discussions d'affaires les plus sérieuses, et le message était clair, il s'agirait d'une négociation commerciale plutôt que d'une conversation familiale. Brenna arriva la première, après avoir passé la nuit à alterner entre panique et planification. Elle tenta de contacter Troy, mais découvrit que son téléphone avait été coupé et que son cabinet était fermé en attendant les résultats de l'enquête criminelle. Patricia Morse ne répondait pas à ses appels et l'inspectrice Harris était confrontée à sa propre crise juridique. La conspiration qui semblait si puissante 3 semaines plus tôt s'était complètement effondrée, laissant Brenna isolée et exposée. Madison et Cole entrèrent ensemble, leur visage exprimant la profonde angoisse d'avoir découvert la manipulation de leur mère. Les enfants avaient passé des heures la nuit précédente à examiner les preuves présentées par Derick, tentant de réconcilier la mère qu'ils aimaient avec celle qui les avait systématiquement trompés. Derick entra à 8 heures précises, portant un porte-documents en cuir contenant des documents déterminants pour l'avenir de leur famille. Son apparence était impeccable, pantalon kaki repassé, chemise boutonnée, et une tenue soignée suggérant une maîtrise totale de chaque détail de son environnement. Cette réunion se déroulera selon des règles précises, annonça Derek en prenant place en bout de table. Brenna, vous répondrez aux questions avec honnêteté et exactitude. Madison et Cole, vous écouterez et apprendrez. Personne ne quittera cette pièce tant que nous n'aurons pas abordé tous les aspects de la trahison qui a contaminé cette famille. Derek ouvrit le porte-documents et étala les documents sur la table avec la précision systématique d'un procureur présentant des preuves. Des relevés financiers montrant les dettes de jeu de Troy, des photos de surveillance documentant la liaison, des transcriptions de séances de coaching où Brenna avait manipulé les perceptions des enfants. Mais les preuves les plus accablantes étaient personnelles. Des enregistrements de conversations privées où Brenna s'était moquée du service militaire de Derick, avait minimisé son sens des affaires et l'avait décrit comme trop simple d'esprit pour comprendre la réalité. Brenna, dit Derek d'une voix autoritaire. Expliquez à Madison et Cole pourquoi vous avez dit à Troy que leur beau-père jouait aux soldats pendant que vous meniez vos affaires. Les tentatives de Brenna pour expliquer ses propos ne faisaient qu'empirer sa situation. Chaque justification révélait des couches supplémentaires de tromperie et de mépris qui contredisaient ses affirmations d'aimer Derek ou de vouloir le bien de la famille. J'étais en colère, balbutia Brenna. J'ai dit des choses que je ne pensais pas. Cette liaison m'a complètement embrouillé. La réponse de Derick fut brutale et dévastatrice. Tu n'étais pas embrouillé, Brenna. Tu exécutais un plan. Montre-leur la chronologie. Derick montra une chronologie détaillée des activités de Brenna, montrant que sa liaison avec Troy avait coïncidé avec une collecte systématique de renseignements sur son entreprise, une planification financière pour un divorce qui maximiserait son indemnisation, et une manipulation psychologique des enfants qui avait commencé des mois avant que la relation ne devienne sexuelle. Ce n'était pas de la confusion, expliqua Derick à Madison et Cole. Il s'agissait d'une campagne visant à détruire votre famille à des fins financières. Votre mère a passé 6 mois à se préparer à trahir tout ce que nous avions construit ensemble. Les réactions des enfants ont révélé que Derick avait réussi à les éloigner de l'influence de leur mère. Les questions de Madison étaient acerbes et analytiques, exigeant des explications que Brenna ne pouvait fournir. La colère de Cole était plus directe, demandant pourquoi sa mère lui avait appris à mentir sur l'homme qui avait été plus père que son parent biologique ne l'avait jamais été. Mais la révélation ultime de Derick était encore à venir. Il a produit un document qui a fait pâlir Brenna. Un profil psychologique complet que Derek avait commandé au docteur Amanda Shinn, après des mois de surveillance et d'analyse comportementale. Le docteur Shinn vous a diagnostiqué un trouble de la personnalité antisociale. Derek a annoncé, votre capacité à tromper, à manipuler et votre manque d'empathie sincère suggèrent que vous êtes psychologiquement incapable d'entretenir des relations honnêtes. Le diagnostic a été dévastateur, non pas parce qu'il était inattendu, mais parce qu'il était exact. L'analyse du docteur Shinn a décrit la tendance de Brenna à utiliser la manipulation émotionnelle pour exploiter ceux qu'il aimait, son incapacité à assumer la responsabilité de ses actes et sa tendance à considérer les relations comme des opportunités stratégiques plutôt que comme de véritables liens affectifs.
Cela signifie, a poursuivi Derek, qu'on ne peut pas vous confier le bien-être émotionnel des enfants. Madison et Cole méritent de comprendre que le comportement de leur mère reflète un trouble psychologique plutôt que des problèmes relationnels normaux. Le passé militaire de Derek lui avait appris que la guerre psychologique était plus efficace lorsqu'elle révélait la vérité plutôt que de créer de la fiction. Le trouble de Brenna expliquait sa capacité à entretenir des tromperies élaborées tout en paraissant sincèrement aimante et attentionnée. La réunion s'est poursuivie pendant 3 heures, Derek démantelant systématiquement toutes les excuses, justifications et tentatives de manipulation émotionnelle avancées par Brenna. Ces questions étaient précises et incessantes, destinées à forcer Brenna à s'exprimer honnêtement sur des actes que Brenna n'aurait jamais pensé défendre. À 11 heures, la dynamique familiale avait complètement changé. Madison et Cole interrogeaient Derek sur les procédures légales de modification des modalités de garde. Brenna était isolée à l'autre bout de la table, confrontée à la réalité, sa manipulation psychologique avait été documentée et analysée par des professionnels. L'annonce finale de Derek fut prononcée avec l'autorité calme de quelqu'un qui contrôlait parfaitement la situation. Brenna, tu as 24 heures pour quitter cette maison. Tu emporteras tes effets personnels et rien d'autre. Toute tentative de contacter les enfants, d'influencer leurs décisions ou d'interférer avec cette famille entraînera des poursuites pénales pour fraude, complot et mise en danger d'enfants. Derek présenta les documents d'ordonnance restrictive déjà préparés et ne nécessitaient que la signature de Brenna pour éviter une arrestation immédiate. Les enfants ont des recours légaux concernant la garde, poursuivit Derek. Ils sont assez vieux pour prendre des décisions éclairées sur lesquelles le parent peut fournir un environnement stable et honnête. J'espère qu'ils feront le bon choix. Que ces émotions ont été réalisées plutôt que de véritables outils de manipulation plutôt que des expressions de sensations authentiques. La table, regardant les preuves de ses propres troubles psychologiques et face à l'effondrement complet de tout ce qu'elle avait essayé d'accomplir. La fin de sa relation avec les enfants qu'elle avait essayé d'utiliser comme arme contre l'homme qui les avait aimés inconditionnellement. La guerre de Derek entrait dans sa phase finale. Et ses ennemis découvraient que défier un homme formé à des opérations psychologiques a eu des conséquences qu'ils n'auraient jamais pu imaginer. Chapitre 8. Les mouvements finaux. La destruction systématique de Derek de ses ennemis a atteint son apogée au cours de la 4e semaine de sa campagne. Les conséquences juridiques et financières de leurs actions ont créé une cascade de défaillances qui dépassait même ses projections stratégiques. Le matin après l'ultimatum de Brenna, Derek a reçu des rapports de renseignement qui ont confirmé que ses ennemis étaient confrontés à une destruction personnelle et professionnelle complète. L'arrestation de 3 Brennan pour vol de fonds clients a déclenché une enquête complète qui a révélé la portée de ses activités criminelles. Les analystes financiers du FBI ont découvert que 3 avaient systématiquement volé des comptes de fiducie des clients depuis plus de 2 ans, en utilisant l'argent pour couvrir les dettes de jeu et maintenir son style de vie coûteux. Le vol total a dépassé 1,2 million de dollars, ce qui le rend éligible aux charges fédérales qui portaient des peines minimales obligatoires. Mais la manipulation de Derek avait assuré que la chute de 3 était encore plus complète. Vincent Torino, associé militaire de Derek, qui avait fait pression sur 3 au sujet des dettes de jeu, a rendu visite à 3 en prison avec une offre qui a démontré la sophistication psychologique de Derek. 3. Mes employeurs sont prêts à pardonner vos dettes de jeu en échange d'informations sur d'autres avocats qui pourraient avoir des problèmes financiers similaires, a expliqué Vinny. Nous élargissons notre entreprise de collecte et avons besoin d'intelligence sur les clients potentiels. L'acceptation par 3 de l'accord, désespéré d'éviter la violence de ses créanciers, a créé des complications juridiques qui détruiraient toute chance de défendre contre les accusations pénales. En acceptant d'informer de ses collègues légaux, 3 avait violé le privilège des clients d'avocats et l'éthique professionnelle d'une manière qui entraînerait une radiation permanente, même s'il évitait la prison. La manipulation de Derek de la psychologie de 3 avait obtenu des résultats parfaits. 3 avait choisi la sécurité physique immédiate sur la protection juridique à long terme, garantissant sa destruction professionnelle complète. La société de sécurité de Patricia Morse a fait face à une démolition encore plus complète. L'enquête du FBI avait révélé que l'équipe de Patricia avait mené une surveillance non autorisée sur les juges fédéraux, les dirigeants d'entreprises et les représentants du gouvernement pour les services de renseignement étrangers. L'affaire était passée des violations de la vie privée aux crimes de sécurité nationale qui entraîneraient des décennies de peine de prison fédérale. La conférence de presse de l'agent Rodriguez annonçant les accusations a été diffusée à l'échelle nationale, ce qui rend le nom de Patricia synonyme d'espionnage d'entreprise et de trahison.
L'entreprise qui avait prévu de détruire les activités de Derek grâce à une surveillance illégale a fait l'objet d'audiences du Congrès sur la pénétration des renseignements étrangers des sociétés de sécurité américaines. Cette organisation fonctionnait essentiellement comme front pour les services de renseignement étrangers. L'agent Rodriguez a annoncé qu'ils ont exploité leurs travaux de sécurité légitimes pour recueillir des informations sur les responsables du gouvernement américain et les chefs d'entreprise. Le contrat de fictif du ministère de la Défense de Derek avait été si convaincant que l'équipe de Patricia avait commis de véritables crimes d'espionnage dans la poursuite de l'intelligence qui, selon eux, leur gagnerait des affaires gouvernementales. L'ironie était dévastatrice. L'opération psychologique de Derek les avait amenés à commettre les crimes exacts dont ils avaient prévu de l'accuser faussement. La destruction du détective Linda Harris était tout aussi complète, mais plus personnelle. L'enquête sur les affaires intérieures avait révélé que Harris avait pris des pots de vin aux enquêteurs privés et aux avocats de la défense en échange d'un traitement favorable de leur cas. Sa poursuite non autorisée de Derek n'était que le dernier exemple d'inconduite qui avait corrompu des dizaines d'enquêtes criminelles. Le bureau du procureur de district faisait face à une crise alors que les avocats de la défense ont exigé des examens de tous les cas à Harris. Linda Harris représente tout ce qui ne va pas avec la corruption de la police, a annoncé le procureur de district lors d'une conférence de presse que Derek a regardée avec satisfaction. Ces actions ont compromis l'intégrité de l'ensemble de notre système de justice pénale. La vie personnelle de Harris s'effondrait également sous le poids des accusations criminelles et des poursuites civiles. Son mari avait demandé le divorce. Ses enfants refusaient le contact et sa pension avait été révoquée en raison des condamnations pénales auxquelles elle était confrontée. La manipulation de Derek de l'ambition de Harris avait obtenu des résultats psychologiques parfaits. Elle avait détruit sa propre carrière en poursuivant une affaire qui aurait renforcé sa réputation si Derek avait en fait été coupable des crimes sur lesquels elle enquêtait. Mais la victoire la plus satisfaisante de Derek a été la destruction psychologique complète de l'identité et de l'avenir de Brenna Prospect. Le diagnostic de trouble de la personnalité antisociale par le docteur Amanda Chin avait été partagé avec les services de la cour de la famille, ce qui rend pratiquement impossible pour Brenna d'obtenir la garde ou des visites non supervisées avec Madison et Cole. Plus dévastateur, la documentation de Derek sur l'affaire et le complot de Brenna avait créé des motifs de fraude, de complot et de mise en danger des enfants. L'entraîneur des enfants par Brenna pour fournir de faux témoignages sur le comportement de Derek a constitué un complot criminel qui pourrait entraîner une peine de prison importante. L'équipe juridique de Derek avait préparé un procès civil complet qui retiendrait personnellement Brun responsable des dommages-intérêts pour les affaires. Et la réputation de Derek. Le procès demanderait une compensation pour la détresse émotionnelle causée à Madison et Cole, les coûts financiers de la défense contre les fausses allégations et les dommages-intérêts punitifs pour complot et fraude. Les actions de Madame Holloway constituent un complot criminel qui ciblait non seulement les finances de son mari, mais sa réputation professionnelle et sa relation avec les enfants qu'il avait élevés dépôt que Derek surveillait à distance. Le procès civil garantirait que Brenna ne pourrait jamais se remettre financièrement de sa trahison, même si elle évitait les poursuites pénales. La documentation complète de Derek sur ses activités avait créé une responsabilité légale qui la suivrait pendant des décennies. Mais la victoire psychologique ultime de Derek est venue du rejet complet de Madison et Cole de l'influence de leur mère. Les enfants avaient déposé des demandes officielles auprès des services du tribunal de la famille pour mettre fin aux droits parentaux de Brenna et demander l'adoption par Derek malgré le fait qu'il n'était que leur beau-père. Brenna Holloway a démontré un modèle de manipulation psychologique et de violence émotionnelle qui la rend impropre à la responsabilité parentale. Lisez la pétition que Madison avait écrite avec l'aide de l'équipe juridique de Derek. Derek Holloway a fourni la stabilité, le soutien et la communication honnête que nous devons développer en scènes adultes. Le témoignage des enfants serait dévastateur pour toute tentative que Brenna pourrait faire pour restaurer sa relation avec eux. Il pourrait articuler des exemples spécifiques de manipulation, décrire l'impact émotionnel d'être entraîné pour mentir sur Derek et expliquer leur décision de choisir Derek comme père légal. Le plus sophistiqué de Derek, l'opération psychologique impliquait de veiller à ce que Brenna comprenne la portée de sa défaite. Il a pris des dispositions pour qu'elle reçoive des rapports détaillés sur les accusations criminelles de Troy, l'enquête d'espionnage de Patricia et la destruction de carrière de Harris. Les rapports étaient accompagnés d'un simple message. C'est ce qui arrive aux gens qui trahissent Derek Holloway. La réaction de Brenna a été capturée par l'équipement de surveillance que Derek avait maintenu dans son appartement temporaire. L'impact psychologique de la réalisation que Derek avait orchestré la destruction de toutes les personnes impliquées dans le complot a créé un niveau de peur et de désespoir qui a abordé une rupture mentale complète.
La formation militaire de Derrick lui avait appris que la guerre psychologique était plus efficace lorsque les ennemis ont compris que leur défaite était totale et irréversible. Brenna avait besoin de reconnaître que Derrick difficile avait des conséquences qui la suivraient pour le reste de sa vie. La semaine s'est terminée avec Derrick recevant un appel téléphonique qui a confirmé sa victoire complète. Madison et Cole avaient été interrogés par des services de la cour de la famille au sujet de leurs préférences en matière de garde, et leurs témoignages avaient été si convaincants que le tribunal était prêt à accorder la demande d'adoption de Derrick et à mettre fin aux droits parentaux de Brenna. Monsieur Holloway, a déclaré la juge Catherine Walsh lors d'une conférence téléphonique avec l'avocat de Derek, j'ai rarement vu des enfants si articulés sur leur raison de choisir un parent plutôt que d'un autre. Madison et Cole ont clairement réfléchi à cette décision, et leur raisonnement est solide. La réponse de Derrick a été livrée avec la courtoisie professionnelle qui avait caractérisé toutes ses interactions avec le système juridique. Votre honneur, ma seule préoccupation est de fournir à Madison et Cole un environnement stable et honnête qu'ils méritent. Je suis honoré qu'ils aient choisi de rester partie de ma famille. Alors que Derrick raccrochait le téléphone, il réfléchit sur la transformation complète de sa situation. Il y a des semaines, il avait été la cible d'un complot conçu pour détruire son mariage, son entreprise et sa relation avec ses enfants. Maintenant, ses ennemis faisaient face à des accusations criminelles et à une destruction professionnelle, tandis que Madison et Cole le choisissaient comme père permanent. La fête de célébration avait marqué le début de la chute de son ennemi. L'audience du tribunal de la famille marquerait le début de la nouvelle vie de Derrick en tant que père légal d'enfants qui avait appris à valoriser l'honnêteté, la loyauté et la force du caractère. La guerre de Derrick était presque terminée et sa victoire était absolue. Chapitre 9, Nouvelle fondation. 3 mois après la fête de célébration qui avait marqué le début de leur destruction, les ennemis de Derrick étaient confrontés aux conséquences permanentes de défier quelqu'un dont la formation militaire l'avait préparé à la guerre psychologique à un niveau qu'ils n'auraient jamais pu imaginer. 3 Brennan purgeait une peine fédérale de 12 ans pour vol de fonds clients, de complot et de racket. L'enquête complète avait révélé un modèle de comportement criminel qui est revenu au début de sa carrière juridique. Sa licence de droit avait été révoquée en permanence, ses actifs saisis pour indemniser les victimes et sa réputation a détruit si profondément que même les défendeurs criminels ont refusé sa représentation. La pression psychologique de Derrick avait appliquée par le biais de collecteurs de dettes de jeu avait forcé 3 à des décisions qui ont assuré sa destruction complète. Sa coopération avec des requins solitaires pour recueillir des informations sur d'autres avocats avait violé le privilège des clients de l'avocat si largement qu'il a fait face à des accusations supplémentaires pour faute professionnelle qui exercerait sa peine de prison de plusieurs années. La société de sécurité de Patricia Morse avait été complètement démantelée par les enquêteurs fédéraux qui ont découvert des preuves des activités d'espionnage s'étendant sur 5 ans. Patricia elle-même purgeait une peine de 20 ans pour complot en vue de commettre l'espionnage et la violation des lois sur la sécurité nationale. La liste des clients de son entreprise avait été partagée avec des services de renseignement étrangers, créant des enquêtes en cours de sécurité nationale qui se poursuivraient depuis des décennies. Le contrat du ministère fictif de la Défense que Derrick avait utilisé pour attirer Patricia dans une surveillance illégale avait été si convaincant que les audiences du Congrès examinaient comment les services de renseignement étrangers pouvaient manipuler les sociétés de sécurité américaines. Le nom de Patricia serait à jamais associé aux échecs de sécurité qui permettaient aux puissances étrangères de recueillir des renseignements sur les responsables du gouvernement américain. La détective Linda Harris. Purgé 8 ans pour la corruption, la falsification des preuves et la violation des droits civils. L'enquête sur les affaires intérieures a révélé que son inconduite avait affecté plus de 60 affaires pénales, ce qui a entraîné des condamnations injustifiées, supprimé des preuves et le refus de procédures régulières aux défendeurs qui avaient fait confiance au système juridique pour fournir un traitement équitable. La vie personnelle de Harris avait été complètement détruite par l'exposition de sa corruption. Sa famille l'avait rejetée. Ses collègues avaient témoigné contre elle, et sa pension avait été révoquée pour indemniser les victimes d'elle faute. Elle quitterait la prison en tant que femme d'âge moyen sans perspective de carrière, aucun soutien familial et un casier judiciaire qui empêcherait un emploi dans un poste exigeant une confiance ou une responsabilité. La manipulation de Derrick des faiblesses psychologiques de chaque ennemi avait obtenu des résultats qui dépassaient ses projections stratégiques. Leurs propres défauts de personnage, la dépendance au jeu de Troie, la cupidité de Patricia, l'ambition de Harris et le narcissisme de Brenna avaient été armés contre eux avec une précision chirurgicale. Mais la victoire la plus complète de Derrick a été la transformation de sa structure familiale. L'adoption de Madison et Cole avait été finalisée devant le tribunal de la famille avec des témoignages qui ont même fait en sorte que les professionnels du droit ont même fait des larmes. Derrick Holloway a sauvé notre famille,
avait déclaré Madison. Sa voix forte et claire. Malgré le poids émotionnel de l'audience, il nous aimait inconditionnellement. Alors que notre mère prévoyait de détruire l'homme qui nous avait donné tout ce dont nous avions besoin pour devenir de bonnes personnes, le témoignage de Cole était tout aussi puissant. Mon père biologique nous a abandonnés et ma mère a essayé de nous apprendre à trahir l'homme qui nous a réellement élevés. Dererick ne nous a jamais demandé de choisir entre nos parents. Il nous a juste montré à quoi ressemblait le véritable amour et la protection. La décision du juge d'accorder l'adoption et de mettre fin aux droits parentaux de Brenna était fondée sur des preuves qui ont démontré un modèle de manipulation psychologique et de violence émotionnelle qui la rendait inapte à la responsabilité parentale. En 30 ans sur le banc du tribunal de la famille, le juge Walsh avait annoncé « J'ai rarement vu des enfants si clairs sur leur besoin de se séparer d'un parent biologique ». Madison et Cole ont articulé leur raisonnement avec une maturité remarquable et une intelligence émotionnelle. Avait été causée par une manipulation externe plutôt que par une faiblesse personnelle. Plus important encore, les deux enfants avaient développé une compréhension sophistiquée de la manipulation psychologique qui les protégerait de l'exploitation similaire dans les relations futures. La formation militaire de Dererick à reconnaître et à contrer la tromperie était devenue de précieuses compétences de vie qu'il transmet à la prochaine génération. Les activités de Dererick avaient émergé du complot plus fort que jamais. La publicité entourant les condamnations pénales de son ennemi a renforcé sa réputation de professionnel de la sécurité capable de protéger les clients contre les menaces sophistiquées. Les agences gouvernementales et les dirigeants d'entreprises qui avaient appris la défense réussie de Dererick contre le complot étaient impatients de conserver ses services. L'ironie était parfaite. Le complot conçu pour détruire les affaires de Dererick avait en fait démontré ses capacités si efficacement que sa clientèle avait doublé. Les entreprises confrontées à l'espionnage industriel, aux représentants du gouvernement préoccupés par les menaces de renseignements étrangères et les individus riches inquiets de la manipulation professionnelle recherchaient tous l'expertise de Dererick. Dererick avait également établi une pratique de conseil spécialisé dans l'enseignement des techniques de guerre psychologique aux professionnels de l'armée et des forces de l'ordre. Sa défense réussie contre le complot civil avait créé une demande de formation qui aiderait les autres à reconnaître et à contrer des menaces similaires. Mais la réalisation la plus satisfaisante de Dererick a été la destruction psychologique complète du sens de l'identité de Brenna et des perspectives d'avenir. Le procès civil avait entraîné un jugement qui lui obligerait à payer Dererick près de 2 millions de dollars en dommages-intérêts pour fraude, complot et détresse émotionnelle. La licence immobilière de Brenna a été révoquée en raison des accusations de complot criminel et sa réputation professionnelle a été si endommagée qu'elle n'a pas pu trouver d'emploi dans aucun domaine exigeant une confiance ou une responsabilité. Elle travaillait des emplois de vente au détail à salaire minimum tout en vivant dans un studio et en des décennies de dettes qui ne seraient jamais entièrement remboursées. La surveillance de Dererick a indiqué que Brenna avait développé de graves troubles de la dépression et de l'anxiété qui reflétaient l'impact psychologique de la perte de tout ce qu'elle avait apprécié. Ces séances de thérapie ont révélé des difficultés en cours contre l'acceptation de la responsabilité de ses actions et de la véritable confusion sur la façon dont elle avait mal évalué Dererick si complètement. Le profil psychologique que le docteur Amanda Shinn avait créé s'est avéré précis d'une manière qui était à la fois scientifiquement intéressante et personnellement dévastatrice pour Brenna. Son trouble de la personnalité antisociale a rendu difficile pour elle de nouer de véritables relations et son histoire de manipulation rendait les autres méfiants de ses motivations même dans les interactions occasionnelles. Dererick avait obtenu la victoire psychologique ultime. Brenna vivait l'isolement social et la confusion émotionnelle qu'elle avait essayé de créer pour lui. La différence était que l'isolement de Dererick aurait été basé sur de fausses accusations, tandis que Brenna était basé sur un comportement documenté qui reflétait son vrai caractère. 6 mois après la fête de célébration, Dererick se tenait dans son arrière-cour en regardant Madison et Cole ont aidé leurs amis à se préparer à une fête de remise des diplômes qui célébrerait l'acceptation de Madison à l'université de Stanford. Le contraste avec la scène 6 mois plus tôt était profond. Au lieu de célébrer sa destruction, sa famille célébrait son succès et son avenir ensemble. Le téléphone de Dererick a sonné avec un appel du colonel Robert Hay, son ancien partenaire commercial, qui avait aidé à exposer le complot. « Derek, j'ai une proposition pour toi. » Hay a déclaré, « Le Pentagone recherche des consultants qui peuvent enseigner les opérations psychologiques aux unités des forces spéciales. Votre expérience civile avec la contre-manipulation a impressionné certaines personnes très âgées. » Dererick a considéré l'offre en regardant ses enfants rire avec leurs amis. L'adolescent qui avait été entraîné pour le trahir était maintenant une jeune femme confiante se dirigeant vers l'une des meilleures universités américaines. Le garçon qui avait appris à mentir sur la parentalité de Dererick était maintenant un jeune homme fort et honnête qui comprenait la valeur de la loyauté et de l'intégrité.
Je suis intéressé, Bob, répondit Derrick. Mais ma famille vient en premier. Madison et Cole ont appris à quoi ressemble la réalité, et je veux m'assurer qu'ils continuent d'avoir cet exemple. Derrick a mis fin à l'appel et a rejoint la célébration de ses enfants, réfléchissant à la transformation complète de sa vie. Les gens qui avaient célébré sa destruction étaient maintenant des convictions pénitentiaires ou luttant avec les conséquences permanentes de leur comportement criminel. L'importance de l'honnêteté et de la fidélité. Absolue et irréversible. Une famille qui comprenait la valeur du caractère et les conséquences de traverser quelqu'un qui avait consacré sa vie à protéger les choses qu'il aimait. En fin de compte, les ennemis de Derrick avaient enseigné à sa famille la leçon la plus précieuse de toutes. Il y a des gens dans le monde qui ne devraient jamais être sous-estimés, et Derek Holloway en était certainement l'un. C'est là que notre histoire touche à sa fin.